Chers internautes, bonjour, bienvenue pour ce 170e site-rep sur la Syrie et sur la Palestine et je dirais sur la situation mondiale qui est particulièrement tendue en ce moment. Bonjour Aïssar. Bonjour à tous nos chers internautes et bonjour Raphaël. Bonjour à tout le monde. Alors, pour parler des différents sujets qu'on va aborder dans ce site-rep, il y a la situation très tendue entre donc d'un côté l'Ukraine et ses alliés occidentaux, la France en tête, et de l'autre côté la Russie. On y reviendra dans quelques instants. Il y a également la situation à Gaza où le drame malheureusement se poursuit, le drame humain. Et puis il y a donc un balai diplomatique mondial et une situation économique compliquée. Donc on va revenir dans le détail sur pas mal de choses parce que depuis le dernier CITREP il s'est passé énormément d'événements. Donc on va essayer d'être aussi bien exhaustif que concis, mais tout en allant dans le fond des choses. Et je suis très heureux de faire ce site rep avec toi, Issar Milani, parce que voilà, Merci je beaucoup. pense qu'on va y arriver. Alors, de quoi souhaites-tu parler en premier? Peut-être du conflit Bon, euh, en fait, moi je voudrais d'abord, en fait, ce qui domine la scène internationale aujourd'hui, c'est effectivement l'événement de Gaza, qui suscite énormément de soutien dans le monde et là-dessus aussi. Moi, je m'inscris aussi dans toute la solidarité au peuple de Gaza qui subit un véritable anéantissement total sur tous les plans, sur le plan à la fois, comment dire, sur le plan de l'histoire, sur le plan de la culture, sur le plan, mais maintenant, sur le plan physique, un anéantissement, une affamation, et un véritable génocide cautionné par les Américains et tous les amis des Américains, il faut le voir, refusé par tous les peuples, hein, et qui d'ailleurs depuis le début, en fait, avec tout ce qu'on voit effectivement et tout ce qui filtre comme information, et ça, je salue toutes les personnes qui passent sur les réseaux sociaux des informations, des vidéos du terrain, etc., qui ont permis de percer effectivement le blackout des médias mainstream. Tout ça fait que la solidarité au peuple palestinien monte crescendo et que elle va depuis le Japon jusqu'au cœur même de la Maison Blanche en fait et des États-Unis, jusqu'au Texas, et donc en fait cette question de Gaza, elle est le moteur, je dirais, principal aujourd'hui de l'actualité mondiale. On voit que ça joue au niveau des élections américaines présidentielles, ça a joué au niveau des élections britanniques. D'ailleurs, je voudrais saluer notre ami George Galloway qui a été à nouveau élu et qui est, comment dire, qui est à nouveau membre du Parlement, enfin de la Chambre des députés britannique, hein, et alors qu'il a fait effectivement sa campagne électorale sur la base du soutien à Gaza. On voit que en France aussi, comme dans tous les pays, même de l'Union européenne, le soutien à la Palestine monte crescendo, et en fait c'est sur cette base et sur cette question que le monde subit un clivage réel au niveau de la politique, puisque l'ensemble des pays du Sud aujourd'hui aussi en fait soutiennent le peuple palestinien. On a vu dans la réunion des pays d'Amérique latine
la question palestinienne a été la question clé aussi qui a été débattue et pour laquelle il y a eu une motion dans cette réunion d'Amérique latine. On a vu ça à la réunion aussi qui a eu lieu, à une réunion économique très importante qui a eu lieu à Alger de tous les pays producteurs de gaz et qui s'organisent. Donc c'est le forum des pays producteurs et exportateurs de gaz qui s'est organisé et qui aussi a parlé de cette question de Gaza et du peuple palestinien, en fait, de son droit à retrouver et à pouvoir disposer de ces ressources et à les exploiter. Je tiens à vous dire quand même qu'au large de Gaza, il y a des quantités importantes de gaz, comme au large du Liban, comme au large de la Syrie. Donc on revient un peu à la question qui a démarré, soi-disant, sous le nom du printemps arabe contre les pays de la région, et c'était bel et bien pour déstabiliser, pour mettre en place des régimes qui sont pro-américains et pro-occidentaux, pour se faire mieux piller et plus exploiter au niveau de leur gaz, au niveau de leur pétrole. Mhm. Et le fait que les pays lèvent la tête, en fait, ça nous a valu la destruction en Syrie, en fait, par proxy interposé, et que le fait que en 2014, ils ont voulu aussi, par un coup d'État, le coup d'État de Maïdan, déstabiliser l'Ukraine et puis mener une guerre contre la Russie par Ukraine, en fait, l'équipe qu'ils ont posée, qu'ils ont mis au pouvoir avant Zelensky et même Zelensky, pour la mobiliser dans une guerre contre la Russie. Oui, C'est c'était exactement ce qui est arrivé. le président Poroshenko, si je ne me trompe pas. Alors, tu as parlé de plusieurs choses. Je te demanderai de me J'ai corriger. dressé un petit peu Oui, c'est parfait. le tableau. Ouais, voilà. Donc, tu vas me corriger si je me trompe. Lors de Mm, la réunion à Alger, il a été question que les pays producteurs de gaz ne fournissent plus Israël en gaz. Et il y avait également la présence de Raïssi. Je voudrais mm, rapprocher d'ailleurs cette réunion d'une autre qui a eu lieu à propos des membres de l'OPEP, où la Russie, l'Arabie Saoudite et d'autres pays ont annoncé leur réduction conjointe de production de barils jour. mm, Voilà. Et tout à tu as fait. parlé de la guerre en Palestine comme un clivage mondial Mm, qui permettait d'identifier clairement deux camps, celui de la justice et du mm, soutien à la population palestinienne et à ses droits mm, inaliénables, et ceux qui soutiennent Israël dans sa guerre, dans son tout à massacre, fait. dans son génocide. Je dirais que ce clivage avait déjà commencé avec l'opération spéciale russe en Ukraine, lorsque Poutine est venu en aide aux Mm, populations de l'Est de l'Ukraine qui se faisaient bombarder. Et je dirais même que ce clivage, il a commencé encore avant, avec la guerre en Syrie. C'est vrai tout à que fait. des analystes comme Michel Rambaud ont parlé Mm, d'un remodelage comment dire, des alliances mondiales tout à fait. à l'occasion de la guerre en Syrie. Puisque c'est à Mm, partir de la guerre en Syrie que la Russie et la Chine ont commencé à dire non à l'Occident, estimant s'être fait avoir lors du vote à l'ONU sur la guerre en Libye. Euh, exactement. Il y a eu 8 veto quand même, hein, effectivement, par la Chine et la Russie, qui ont permis effectivement à la Syrie de continuer à exister et de ne pas être envahie par les Américains, parce qu'ils voulaient effectivement, et par les forces de l'OTAN, parce qu'ils voulaient effectivement faire une invasion sur le chapitre 7 en fait, hein, Tout à fait. Alors, soi-disant. tu as Mm, parlé de la famine en Palestine et enfin, surtout à Gaza. mm, Donc cette famine est malheureusement évidemment organisée par Israël et par Tsahal. Et il y a eu cette ouais. information qui a horrifié le monde. Donc une distribution d'aide humanitaire
sachant que l'aide humanitaire, c'est une goutte d'eau, hein, ce qui arrive en Palestine par Mhm. rapport aux besoins. Et des soldats de l'armée israélienne ont tiré sur les manifestants qui, évidemment affamés, se sont approchés rapidement, se sont rués, comme on dit, vers les convois humanitaires. Ils ont tiré à balles réelles. Il y a eu plus de 100 morts. C'était un véritable massacre qui a horrifié le monde entier. Est-ce que tu peux nous parler Il y a un peu eu plus de cette famine et malheureusement du largage aérien qui est pareil, qui est une mesure, une mesure presque dérisoire, j'ai envie de dire, par rapport aux besoins. il faut quand même qu'on regarde la scène d'un peu plus haut. Gaza est un territoire complètement sous blocus et encerclé par des murs de barbelés, en fait, dont les gens ne peuvent ni sortir ni entrer. Et donc, ils sont complètement coincés dans cet espace, hein, que depuis le 8 octobre, les Israéliens ont coupé l'eau, l'électricité, le gaz, toutes sortes. Et il faut savoir quand même que depuis 20 ans, Gaza est aussi sous blocus, hein, et que Gaza se nourrit par les convois humanitaires qui viennent tous les jours. OK? Donc via Rafah et via d'autres passages. Et à partir du moment où donc Israël a mené cette guerre horrible contre la population civile de Gaza sous prétexte qu'ils soutiennent Hamas, qu'ils soutiennent la résistance, hein, il faut quand même savoir que la population, elle est complètement non seulement civile, elle est désarmée, elle n'a que sa peau et ses os pour se défendre, hein, qu'ils ont quand même complètement détruit. Ils ont détruit pratiquement 75% des maisons et ils continuent à en détruire. Et tous les jours, il y a des dynamitages d'immeubles d'habitation sur la tête de leurs habitants. Que avec ça, il y a donc c'est une diminution énorme de ces envois, de ces convois humanitaires qui arrivent à filtrer à travers le passage de Rafah, les autres passages étant fermés, parce qu'il y en a d'autres aussi qui sont fermés, et ça c'est parce que l'armée israélienne refuse de laisser passer les camions et ceux qui passent, elle refuse de les laisser circuler à l'intérieur de l'espace de Gaza pour aller vers le nord. Donc aujourd'hui, on assiste à une famine des gens qui habitent dans le nord de Gaza et que, bien organisé d'ailleurs par les Israéliens et les Américains. Il faut savoir quand même qu'il y a eu plusieurs tentatives et plusieurs décisions pour cesser le feu qui étaient faites à l'ONU, au Conseil de sécurité, etc., qui ont été complètement envoyées d'un revers de la main par un veto américain qui a aboli ces décisions, à la fois du Conseil de sécurité et aussi de l'ONU. D'ailleurs, il y a encore eu une réunion de l'ONU cette nuit sur cette question-là aussi pour trouver une solution en dehors du veto américain qui impose sa dictature au monde entier. Hein. Et en fait, pendant ce temps aussi, les Américains qui se font beau jeu de dire ah ben il faut éviter les civils, il faut je sais pas quoi, alors qu'ils continuent à alimenter Israël par un pont aérien de armement et munitions, et que absolument, de manière absolument horrible, il continue à soutenir le gouvernement israélien et le pouvoir israélien qui compte dans ce génocide. Mhm. Malgré la décision de la Cour internationale de justice, malgré les manifestations mondiales de soutien, malgré tout ça. Alors, et dans ce cadre-là, on envoie, les bombes continuent à tomber sur la tête de tous les habitants de Gaza, nuit et jour. Ils n'ont pas cessé de les bombarder. Et là, donc, pour dire, allez, on va faire un geste, hein, on leur envoie quelques miettes par un convoi
qui vient du ciel, soi-disant parachuté par des parachutes et des avions, etc., pour faire semblant. Et c'est vraiment de la poudre aux yeux. Et en plus, moi, je me demande si ce n'était pas un guet-apens aussi pour en tuer le maximum en peu de temps, puisque le maximum de personnes se sont précipitées pour prendre les aides alimentaires et boum, 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 on les bombarde. Conclusion, en une demi-heure, il y a eu 121 morts et 600 blessés. C'est un véritable carnage qui a eu lieu sous les yeux du monde, sous prétexte d'aide. Alors, c'est un appât, c'est pas un aide, c'est un appât pour chasser les Palestiniens, pour les faire mourir et en faire mourir le maximum en peu de temps. Et ça, c'est un véritable carnage aux yeux du monde entier, sous les yeux du monde entier, qui se trouve complètement incapable et impuissant face à cette machine à tuer, criminelle. On ne peut plus criminel, malgré qui s'assoit sur toutes les décisions du monde et sur toutes les opinions mondiales, aussi bien des peuples que de beaucoup de gouvernements du monde. Alors Donc de là, justement, je peux dire, justement voilà. on peut préciser que l'aide humanitaire que les Occidentaux fournissent aux Palestiniens, et en termes de montant financier, c'est 1000 fois moins important que l'aide militaire accordée à l'Ukraine. Pour qu'on se rende compte vraiment la priorité des gouvernements occidentaux, ils ont envie de la guerre en Ukraine, mais ils n'ont pas vraiment envie d'aider les Palestiniens. C'est pas de l'aide pour moi, c'est des rustines et c'est un peu de la poudre aux yeux pour dire à leur peuple, voilà, on aide, voilà, on fait quelque chose. Arrêtez de vous manifester et on fait quelque chose. On essaye de faire ce qu'on peut. Mais alors, ils peuvent, en fait, il faut savoir que les États-Unis peuvent en quelques minutes arrêter le bombardement, arrêter l'agression israélienne contre Gaza, contre les peuples palestiniens partout, en arrêtant d'envoyer les armements, les bombes et les avions militaires qui sont en pont continu des États-Unis jusqu'à Israël. Et ça, ils peuvent le faire et ils ne le font pas. Alors, soyons clairs et essayons de virer ces manifestations fausses pour montrer qu'on est du côté de l'être humain, tout simplement. Alors, du côté de Google, il y a eu une conférence de presse très récemment, avant-hier, où un ingénieur du Google Cloud Software a dénoncé publiquement, avant de se faire chasser de la salle Manu Militari, il a dénoncé le projet Nimbus comme étant un projet de Google visant à soutenir l'apartheid israélien. Donc je ne connaissais pas moi ce projet Nimbus, je vais faire des recherches, j'ai vu la vidéo juste avant ce site rep, mais j'enjoins les internautes à se renseigner. Donc il appelle à boycotter Google, enfin il dénonce en tout cas les agissements de Google et Bah, d'Amazon dans ce sens. Je voudrais et, parler de ce que tu as évoqué en préparant cet entretien, c'était une réunion de patriarches et de responsables religieux chrétiens et musulmans qui a eu lieu apparemment à Beyrouth, si je ne me trompe pas, oui, avant-hier, oui, et où il a été énormément conférence. question de Gaza. Une conférence de soutien au peuple palestinien. Alors moi, je voudrais revenir un petit peu sur la question, effectivement, du soutien à Gaza, au peuple palestinien. Il faut quand même, je reporte à nouveau hommage à ce soldat américain qui s'est brûlé, qui s'est euh, Immolé. immolé il y a quelques jours, donc devant l'ambassade israélienne à Washington, que ce lieu est devenu un lieu de, comment dire, pratiquement de manifestations systématiques tous les jours pour les gens qui soutiennent la Palestine et qui scandent tous les jours Free, Free Palestine.
et de la manière. Et ça, c'est dans beaucoup d'endroits dans le monde. Free Palestine, c'est tous les jours, c'est tous les jours, à tous les endroits, face aux ambassades israéliennes, à Paris, malgré, à Paris, à Berlin, à Dresden, partout dans les pays scandinaves, à tel point qu'il y a eu aussi avec un mouvement de boycott d'Israël aussi qui se propage de plus en plus. Dans les pays scandinaves, il y a eu deux Suédois qui ont créé une boisson alternative au Coca-Cola qui s'appelle Palestine, demandant à tout le monde de boycotter Coca-Cola qui clairement soutient, l'État fantoche d'Israël, Coca-Cola et, Coca-Cola, McDo, Coca-Cola et Pepsi. Et Pepsi et également. Pepsi, et McDonald's, et Burger King, et tout un tas de compagnies américaines et Starbucks, en fait, qui continuent à afficher clairement que une grande partie de leur chiffre d'affaires et de leurs bénéfices vont à l'État fantoche d'Israël. Donc tout ça, c'est très important. Tu C'est m'avais très parlé, important de voir. Pardon, tu m'avais vas-y. parlé également d'un rassemblement à Kansas City, au Texas. Exactement, au Un, Texas, un grand, effectivement, grand puis rassemblement. un grand rassemblement avec un soutien indéfectible aussi à la Palestine, Free Palestine, et ceci dans le cadre de du Big Tuesday. En fait, c'est en fait le grand mardi des élections américaines, puisque c'est ce mardi-là, hier, c'était le mardi où se jouent les primaires américaines pour les présidents, les candidats à la présidentielle. Donc, le Biden devait passer à Texas, il devait passer donc en précédant au moment où il passait. Donc, c'était ces rassemblements qui montre à quel point effectivement la population, les peuples sont plus du côté des Palestiniens, ajouté au fait qu'il y a aussi un grand nombre de plus en plus important de rabbins juifs qui refusent et qui rejettent cette pratique de l'État israélien et qui condamnent le génocide et l'apartheid, qui se range aux côtés des Palestiniens pour dire Free Palestine, qui se range aux côtés de ceux qui soutiennent la Palestine. En contrepartie, il y a aussi des sionistes qui s'activent, comme tu disais, Raphaël, il y a aussi des rabbins sionistes qui s'activent pour la reconstruction du temple rapidement, là, Alors, donc là, je te le dis. on va en parler dans un instant. Je voudrais juste, Oui, comme tu as évoqué les élections américaines, oui. préciser, on en discutait en Mhm. préparant cet entretien, que malheureusement, bah, le probable futur candidat démocrate, c'est Biden. Le probable futur candidat républicain, c'est Trump. Et l'un comme l'autre sont pro-israéliens, sont pro-sionistes. Trump, il a fait un discours. Alors, pour parler de Trump, il a été effectivement blanchi par la cour, la plus haute cour Cour suprême. américaine, oui, qui lui a donné le droit de se représenter aux élections, donc comme d'être candidat. Il a commencé par faire un discours où il soutenait indéfectiblement, où il soutient indéfectiblement aussi la politique israélienne dans son génocide à Gaza et dans le génocide par rapport au peuple palestinien. Donc, On peut, mais on, apparemment, on peut préciser que... Pardon, vas-y. Excuse-moi, termine. apparemment, dans ce premier sondage, Nikki Haley, qui était d'ailleurs la candidate aussi du Parti républicain, la deuxième candidate probable, elle a récolté plus de voix au sondage que Trump. Donc, il se Mhm. pourrait que ce soit elle. D'ailleurs, on la connaît et Nikki Haley nous ramène
effectivement à l'Ukraine, puisque c'est elle qui était dans les mouvements de Maïdan, dans le coup d'État de Maïdan en Ukraine en 2014. Et c'est elle qui distribuait des sandwichs aux gens et qui était là en train de diriger le mouvement contre le président Alors, élu que tu as cité, qui était pro-Palestine, je crois qui que, était même s'il pro-russe. était impliqué dans le coup d'État de Maïdan, je crois que la personne qui distribuait des pains au chocolat, c'était Victoria Nuland. Mais peu importe, elle participait Ah aussi, oui, c'est Victoria Nuland. Oui, mais c'est une petite excuse-moi, précision, effectivement. un petit détail. Oui, oui, Euh, merci. J'ai confondu les deux, Nikki Haley et Victoria Noland. Oui, alors, effectivement, c'était Victoria Noland. Mais en fait, bon, du même parti, et exactement, elle était impliquée. c'est elle qui montrait à quel point les États-Unis étaient impliqués dans ce coup d'État contre la Russie en Ukraine en 2014. Et c'est à partir de là que la guerre a commencé contre la Russie en Ukraine. Donc, ce n'est pas ce que les médias occidentaux mainstream veulent nous faire croire depuis 2021, que c'est la Russie qui a attaqué l'Ukraine, mais l'attaque de l'Ukraine et des États-Unis via l'Ukraine contre la Russie, elle date de 2014 de manière ouverte. Hein. Alors, on peut espérer que le troisième homme des élections soit Robert Kennedy Jr. Alors, je ne connais pas exactement ses positions par rapport au conflit israélo-palestinien, mais je suppose qu'il soutient le droit international et donc la Palestine. En tout cas, il a été très clair pendant la crise Covid. Il a dénoncé Ouais, toutes les fraudes, toutes les malversations qu'il y avait derrière cette crise. Et tout à fait. sur le conflit ukrainien également, il a été très clair sur les manigances des Ouais, États-Unis. Voilà, donc on peut ouais. lui souhaiter bonne chance. Il va peut-être être investi par le parti libertarien dont il ne fait pas partie à la base. Euh, C'est un troisième parti qui se crée face donc au Parti républicain et au Parti démocrate qui d'habitude se partagent effectivement l'Assemblée nationale aux États-Unis et tu, le as, pouvoir. tu as parlé de Free Palestine. Il y a une petite Mm, info, bon, mais qui montre à quel point finalement la criminalisation du drapeau palestinien qui avait lieu en Israël, eh ben, elle commence à toucher la France aussi. Il y a un maraîcher bio à Clermont-Ferrand qui s'est fait arrêter et mettre en garde à vue parce qu'il portait un sweatshirt Free Palestine au moment de la visite d'un préfet. Donc il a été mm, emmené en garde à vue, ainsi qu'une personne mm, qui avait protesté en soutien à ce maraîcher bio. Bon, c'est une petite info, mais qui montre à quel point non mais malheureusement la pression, malheureusement en France et là ici, pour qu'on nous empêche de manifester notre solidarité avec les ben, victimes, en l'occurrence je palestiniennes. voudrais rappeler les propos du ministre de la Justice français qui a Dupont-Moretti. incriminé Dupond-Moretti, qui a incriminé la levée d'un drapeau palestinien et qui, au début, mais il continue en fait, il a décrété, et c'est un décret qui continue à exister, le fait de lever le drapeau palestinien est apparenté à l'apologie au terrorisme et la personne encourt des années de prison, encourt la prison et une amende. Hein. Donc, moi, je voudrais saluer en fait tout le peuple français qui, malgré cette répression, le peuple français, le peuple allemand, et dans toute l'Europe, en fait, il y a eu des mesures de ce type, hein, mais toutes les personnes qui ont vraiment, qui bravent toutes ces mesures, continuent à manifester leur soutien à la Palestine, continuent à manifester leur soutien à Gaza et leur soutien, leur rejet du génocide, hein, le refus de l'apartheid et le refus du génocide et aussi un appel au boycott et aux sanctions contre Israël. Mhm. Je voudrais Alors, saluer tout le monde. bien sûr. Alors, sous influence sioniste, on a bien remarqué qu'en fait, beaucoup de médias occidentaux avaient tendance à assimiler donc les Palestiniens au Hamas et à assimiler le Hamas au terrorisme. C'est-à-dire qu'en gros, un bébé palestinien, c'est un terroriste en puissance. On l'a entendu mot pour mot dans la bouche de certains invités Les sur des gens plateaux. israéliens, Oui, mais mais y compris aussi sur de des chaînes certains des françaises. Et donc, je voudrais parler maintenant en fait de la déclaration récente de Darmanin, parce que je pense que la plupart des internautes ont noté qu'une première fois et puis une deuxième fois, en l'espace d'une semaine, un ordinateur
ultra sensible, censé contenir des informations confidentielles par rapport à la sécurité des Jeux Olympiques, avait été perdu ou volé dans le RER, dans le métro, et ça a été annoncé dans la presse. Donc c'est quelque chose qui peut être éventuellement inquiétant comme information. D'autant que Darmanin vient de s'exprimer devant le Sénat et il a parlé très clairement d'une volonté d'Al-Qaïda et de l'État islamique. Quand on sait ce que c'est qu'Al-Qaïda, il y aura beaucoup à dire. De commettre un attentat de grande ampleur sur le sol français pendant les Jeux Olympiques qui viennent. Donc ça c'est une chose, il en a parlé très clairement. Et d'un autre côté, je voudrais juste signaler cette information, chacun la prendra comme il le souhaite. La Tour Eiffel nécessite depuis sa création un entretien très régulier contre la rouille, et ça fait des années et des années que, au moins depuis 2022, que cet entretien n'est plus fait correctement. Les syndicats tirent la sonnette de l'alarme, encore jusqu'à aujourd'hui, pour dire mais c'est pas normal, qu'est-ce qui se passe, pourquoi on n'entretient plus la Tour Eiffel, il y a des points de rouille à beaucoup d'endroits, donc elle s'affaiblit, et donc c'est une structure qui n'est plus du tout solide. Voilà. Donc, Bizarre, ça sent vraiment la manigance totale. Alors, je voudrais rappeler dès le début que dès le 7 octobre, dès le 8 octobre, les médias mainstream ont commencé à dire Hamas c'est Daesh. Ils ont fait l'amalgame d'un Hamas et Daesh et les terroristes, etc. Hamas Al-Qaïda. Et jusqu'au jour où on a commencé à dire non, c'est la résistance palestinienne qui a fait effectivement, qui réagit le 7 octobre face à des exactions qui sont commises contre la population palestinienne, aussi bien à Gaza que en Cisjordanie. Que Hamas, ça n'a rien à voir, mais d'ailleurs, il continue à vouloir faire l'amalgame, il parle de terrorisme, etc. D'ailleurs, je viens de parler des mesures prises par Dupond-Moretti, etc., qui apparentent les deux, effectivement, au terrorisme, et que Israël continue avec les Américains, etc. La répression contre les Palestiniens, c'est la guerre au terrorisme. Donc, et affamer le génocide, affamer les Palestiniens, etc., c'est rien, ça c'est une lutte contre le terrorisme. Donc, en fait, comment dire, ce faux drapeau, et il est en train de continuer dans les médias, dans les esprits, et c'est la raison pour laquelle aussi on voit maintenant se profiler à l'horizon encore un autre truc qui dit c'est on est ouvert, on est exposé aux dangers terroristes pendant les Jeux olympiques parce que en plus la Tour Eiffel n'est pas soutenue, n'est pas maintenue et donc il pourrait y avoir un écroulement de la Tour Eiffel. On va nous faire un coup comme le 9 septembre, le 11 septembre et que ça justifie toute la répression du monde et que voilà, et à mon avis, c'est un coup monté pour commencer à préparer l'opinion mondiale à un grand clash qui pourrait générer en guerre mondiale ou en guerre civile pour commencer en France, ou les deux. puisque on veut, ou les deux, oui, parce qu'on veut à nouveau créer un sentiment contre les musulmans en les apparentant au terrorisme. Alors, je voudrais Donc préciser, ça sent vraiment à planer, quoi, cette oui, affaire. ça pue. Mm. Je voudrais préciser qu'Al-Qaïda a été objectivement l'allié des Occidentaux en Libye, en Syrie, que les combattants d'État islamique étaient parfois, et d'autres factions terroristes islamistes étaient soignés, des combattants en Syrie étaient soignés par Objectivement et Israël. subjectivement, parce Oui, que c'est et eux par qui ont Israël. créé l'Al-Qaïda. C'est Voilà. eux qui ont créé Al-Qaïda comme étant un outil pour déstabiliser et attaquer les pays qui veulent, en fait. Hein. Voilà. C'est... Alors le risque de troisième guerre mondiale est peut-être d'autant plus grand que, donc tu l'as évoqué tout à l'heure, dans le haut rabbinat sioniste mondial, notamment en Israël et aux Mm. États-Unis, on parle depuis beaucoup, alors un petit peu depuis un an ou deux, mais beaucoup depuis 2 mois, et en ce moment c'est la folie,
du Rav Yenuka. C'est un jeune rabbin de 33-34 ans, si je ne me trompe pas, qui a vécu son enfance en Espagne notamment, et qui vit actuellement en Israël. Et beaucoup de rabbins, notamment sionistes, le considèrent comme le Mashiach, c'est-à-dire le, le Leur Messie idéologue. le Messie qu'ils attendent depuis des millénaires. Et son annonce serait faite peut-être pour Pessah, la fête, la Pâque juive, qui aura lieu le 22 et 23 avril prochain. Et Hanouka. Mm, cet événement est connecté à la reconstruction du temple. mm. Où est-ce qu'ils vont le refaire? C'est à la place de l'esplanade des mosquées, donc ça veut dire la destruction de la mosquée Al-Aqsa. Donc évidemment, ce sont des événements qui sont extrêmement inquiétants et qui sont annonciateurs d'une troisième guerre mondiale. Alors je voudrais maintenant parce que ça, bon, c'est des considérations à la fois mystiques, spirituelles, religieuses, mais aussi eschatologiques, puisque ça touche donc aux prophéties aussi bien juives, chrétiennes que musulmanes. Et on va enchaîner après, si tu veux bien, avec l'Ukraine, et parce qu'en fait l'Occident fait tout pour que la guerre de basse et de moyenne intensité qui a lieu actuellement en Ukraine devienne une guerre de haute intensité. Je m'explique. L'Ukraine manque de soldats. C'est-à-dire que la population ukrainienne est bien inférieure à la population russe en termes de nombre de personnes en âge de combattre. Les Ukrainiens en plus ont un très faible taux de natalité, le plus bas d'Europe, de très loin, 1,6, notamment dû à une immigration massive qui s'est amplifiée avec la guerre, parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui ne veulent pas faire la guerre et qui essaient de fuir l'Ukraine par tous les moyens, de faire des mariages blancs, ce genre de choses. Et donc c'est pour ça que Macron essaie de pallier en disant on va envoyer des troupes. Mais c'est surtout par l'envoi de gros missiles, de grosses technologies qu'on va essayer de frapper la Russie en profondeur. Et donc là, on va passer probablement d'une guerre de basse moyenne intensité à une guerre de haute intensité. Alors, suite à la déclaration de Macron, donc qu'on avait commenté déjà lors du dernier site-rep, Poutine a répondu en faisant une mise en garde très claire. Le mieux est peut-être que je cite verbatim ce qu'il a dit, si tu es d'accord. Vas-y, oui. Après, je vais commenter tout ensemble. Mhm. Vas-y. Alors, je retrouve les Si. propos. Alors, il a dit, il y a 6 jours, d'un ton calme, sous les applaudissements très réguliers du public, il est revenu sur les propos polémiques de Macron, qui a évoqué cette semaine l'éventualité de l'envoi de troupes occidentales en Ukraine. Ils, en parlant des Occidentaux, ils ont parlé de la possibilité d'envoyer en Ukraine des contingents militaires occidentaux. Mais les conséquences de ces interventions seraient vraiment plus tragiques. Ils doivent comprendre que nous aussi avons des armes capables d'atteindre des cibles sur leur territoire. Tout ce qu'ils inventent en ce moment, en plus d'effrayer le monde entier, est une menace réelle de conflit avec utilisation de l'arme nucléaire et donc de destruction de la civilisation, a poursuivi le président russe. Ils ne comprennent donc pas cela? S'est-il interrogé à haute voix. En fait, cette déclaration de Macron, elle est très grave, je dirais. Ça montre quand même, en fait, à nouveau, l'engagement bel et bien est sûr contre l'Ukraine, contre la Russie, donc aux côtés de l'Ukraine. Une volonté de mobiliser la France et mobiliser pas seulement les jeunes, la jeunesse, etc., mais aussi l'économie française aux côtés de l'Ukraine, hein, alors que il n'y a pas un centime pour les agriculteurs et pour le peuple français. Ça, c'est un point qui est très important. Il y a quand même beaucoup de voix qui s'élèvent dans le Parlement et dans le pays, en France, en fait, contre cet engagement de la France dans une guerre pour laquelle elle n'a absolument pas les moyens d'un côté, et d'un autre côté, de manière complètement individuelle et sans avoir consulté les instances et les institutions démocratiques françaises, hein. Cette décision va dans le sens d'une application pure et simple du diktat américain, en fait, au pays de l'OTAN, la France et l'Allemagne étant les postes avancés et qui sont aux côtés, au niveau des frontières, et les postes les plus avancés, je dirais, économiquement, puisque
c'est à la France et à l'Allemagne que les États-Unis exigent en fait qu'il y ait des efforts de fait pour pousser l'Ukraine et pour aider l'Ukraine face à la Russie. Donc c'est en fait, on intervient pour les besoins des États-Unis, sous le diktat américain. Il ne faut pas parler de souveraineté française. Je crois que le général de Gaulle se retourne dans sa tombe 1000 fois là. Ça, c'est d'un côté. De l'autre côté, si on revient effectivement aux propos de ces rabbins dont tu as parlé, au commandement des rabbins qui veulent aussi que la situation aille s'envenime encore plus en Palestine et au Moyen-Orient, ça serait le foyer Et dans le où, monde. oui, ça serait justement le foyer où la guerre internationale, la guerre mondiale va commencer par là, et avec l'Ukraine, donc ça sera deux foyers importants où peut-être la Russie pourrait être engagée, mais aussi l'Iran. Mhm. Donc c'est une volonté israélienne aussi, une volonté sioniste qui est pour sauver Netanyahou de la prison, de ses dossiers qui sont accumulés contre lui, etc., criminels, et pas seulement de corruption, mais dossiers de crimes, etc., contre l'humanité, génocide et tout ça. Donc c'est aussi pour effectivement brouiller les pistes, commencer une guerre internationale, une guerre mondiale, pour à la fois sauver Netanyahou, mais surtout pour sauver le pouvoir monopolaire des États-Unis et des pays occidentaux. Alors moi Mais je pense. tout ça, de toute façon, c'est perdu d'avance, en fait. C'est Mhm. perdu d'avance. Aujourd'hui, au niveau, la réalité, c'est c'est l'économie. C'est l'économie. Les pertes américaines sont très importantes. Les pertes occidentales sont très importantes, même au niveau de leur balance, au niveau de leur paix, de leur dette, etc. Ils ont perdu pied, et tout ça parce qu'ils perdent le contrôle des pays qu'ils exploitaient sans compter et dont ils pillaient les ressources sans compter et qui faisaient leur bien-être et leur force. Alors Maintenant, je c'est pense. un temps révolu avec justement la multipolarité, avec le réveil de tous les pays, surtout africains aussi, et les pays producteurs de gisements importants, de producteurs de matériaux importants dans l'industrie nouvelle, internationale, et qui s'approprient leur propre pouvoir. Alors, pour une fois, nos analyses diffèrent légèrement, mais peut-être qu'elles se complètent. Tu as parlé de motivation politique pour sauver Netanyahou, tu as parlé de considération économique. Il me semble que une grande partie du haut rabbinat juif et qui a des liens avec le monde politique, comme le démontre très clairement le livre au nom du temple de Charles Anderlin. Et donc, un certain nombre de décideurs politiques n'ont pas qu'une vision mercantile et politique des choses, ils ont également une vision messianique, que ce soit des chrétiens sionistes aux États-Unis ou que ce soit des juifs sionistes aux États-Unis ou en Israël ou ailleurs. Et je pense vraiment que cette déclaration prochaine de leur Mashiach est très connexe avec leur volonté de créer le chaos sur Terre, une guerre mondiale comme il l'annonce eux-mêmes. Hein. On peut citer aussi comme autre point qui va peut-être un autre point de cristallisation de cette troisième guerre mondiale, ça peut très bien être également la Chine qui investit militairement Taïwan, profitant d'une guerre au Proche-Orient et en Ukraine qui augmenterait. Ce sont des hypothèses qu'on espère peut-être ne pas voir. Maintenant, tu as parlé tout à l'heure de la France et de l'Allemagne qui étaient les deux têtes de pont en Europe des États-Unis. Il faut parler, je pense, de cette fuite qu'il y a eu, une fuite d'une conversation d'une demi-heure entre deux colonels de l'armée de l'air allemande qui discutaient de la livraison de missiles Taurus. Ce sont des missiles à longue portée qui peuvent frapper Moscou depuis l'Ukraine. Ils parlaient d'une livraison d'une centaine de missiles avec une première tranche de 50 missiles. Et en fait, il est dit clairement dans la vidéo que pour détruire le pont de Crimée,
il faudrait 10 à 20 missiles. Donc c'est une vidéo qui a été interceptée par les Russes, une conversation privée pas très sécurisée. Donc ça fait d'ailleurs grand bruit aussi en Allemagne en disant bah, que font nos services à discuter sur ce canal. Et donc c'est sorti sur le compte Twitter, je crois, si je ne me trompe pas, de la responsable de RT Moscou. Voilà, donc ce sont des choses qui sont très très inquiétantes. Sachant que parallèlement à ça, donc Macron vient de faire des déclarations hier en République tchèque, et là je pense qu'à nouveau il est intéressant de faire du verbatim. Donc Macron a dit des choses. Alors je vais vous lire, hop, ses propos. À ce stade, je pense qu'il faut être précis sur ce qu'on dit. C'est pour ça que je préfère faire du verbatim, du mot à mot, plutôt que de répéter Mhm, maladroitement les propos. mhm. Alors, les, voilà, donc en conférence de presse en République tchèque, voici ce que Emmanuel Macron a déclaré hier. Nous n'allons pas nous mettre de contraintes à nous-mêmes. Il parlait de l'envoi de troupes en Ukraine. Je pense que c'est absolument nécessaire quand on est engagé à ce point sur la situation qui est celle de l'Ukraine. Il nous faudra être à la hauteur de l'histoire et du courage qu'elle implique. En visite à Prague, Emmanuel Macron a appelé les alliés de l'Ukraine à ne pas être lâches. La guerre est revenue sur notre sol, des puissances devenues inarrêtables sont en train d'étendre la menace chaque jour. Voilà, donc il est vraiment en train de battre les tambours de la guerre, warmongers comme on dit. Donc je pense qu'il faut être tout à fait lucide par rapport à ces propos. On n'a jamais envie de voir les choses telles qu'elles sont, mais nous devons être lucides. Ça fait 2 ans que nous répétons à longueur de conférences de presse que la guerre vient sur le sol européen. Est-ce notre guerre ou n'est-ce pas notre guerre? Pouvons-nous nous détourner et considérer que les choses peuvent continuer à se jouer? Je ne le crois pas. C'est un sursaut stratégique auquel j'ai appelé et je l'assume pleinement. Voilà. Donc, C'est Macron qui dit ça, oui, tout à ok. fait. Emmanuel Macron. Alors, sachant qu'en ce moment, il y a Mhm, pas mal d'incidents, que ce soit du côté des frontières baltes, ou là, en l'occurrence très récemment, en mer Noire, près de la frontière russe, donc où les avions français et russes jouent à je te tiens, tu me tiens par la barbichette. Donc on est à 2 doigts d'un incident majeur. Voilà, je tiens à le signaler. Et également, en fait, le Canard enchaîné a sorti une information selon laquelle dans l'armée française ça bouillonne. En gros, de plus en plus de personnalités de l'état-major français s'expriment publiquement ou sous couvert d'anonymat pour s'opposer à la politique va-t-en-guerre de Macron. Aussi bien on en avait parlé par rapport à la Palestine avec le refus de participer à la coalition anglo-américaine de bombardement du Yémen, mais là en l'occurrence c'est refus d'envoyer des troupes au sol en Ukraine et refus d'envoyer des missiles Scalp à longue portée qui peuvent également atteindre Moscou. Euh, donc là, on est vraiment dans une situation qui, à mon sens, est extrêmement tendue. Quel est ton commentaire et ton analyse, pardon? En fait, moi, je pense que là-dessus, effectivement, la situation est tendue. Et pourquoi? Parce que justement, le pouvoir économique bascule et échappe aussi bien aux Américains qu'aux Occidentaux qui sont leurs alliés, aux Occidentaux de l'OTAN, en fait, hein. Justement, par cette poussée d'indépendance justement des pays africains, il faut quand même rappeler qu'il y a eu plusieurs pays africains qui ont chassé la France et qui ont chassé aussi les forces occidentales qui exploitent leurs gisements. Ça, c'est un premier point. Que le deuxième point aussi, dans toutes les conférences mondiales aujourd'hui, il y a cette volonté de coopération entre les pays producteurs de gisements importants que ce soit du gaz, que ce soit du pétrole, que ce soit comment dire, des matériaux précieux, etc. Ça d'une part. D'autre part, on a vu aussi cette solidarité des pays de l'Amérique latine aussi qui commence alors que c'était le fief américain et qu'aujourd'hui les pays d'Amérique latine se sont appropriés aussi leurs richesses et chassent les Américains
ou même veulent contrôler même les firmes américaines qui exploitent les gisements chez eux. On a vu aussi que ces mêmes pays sont en train de couper les ponts avec l'État d'Israël, le qualifiant d'un État d'apartheid. On a vu le Brésil, en fait, couper les relations avec Israël. On a vu le Nicaragua qui a monté aussi un procès et qui coupe les relations avec Israël. Il y a tous les pays, les autres, la Bolivie qui aussi maintenant arrête les exportations vers Israël, etc. Donc Et l'État à l'inverse, d'Israël, qui est le symbole, à et l'inverse, laisse-moi puisque tu parles, terminer ma pardon, phrase, si tu pardon, permets, excuse-moi. l'État d'Israël qui représente justement ce pouvoir des pays usurpateurs et des pays occidentaux de l'ensemble de la planète, en fait, hein, il est en train de basculer et c'est ça qui fait que effectivement les États occidentaux vont dans le sens d'une guerre parce que tous ces pays commencent à reprendre en main et ils sont soutenus avec eux. Il y a la Russie, la Chine aussi. Vas-y, Juste un excuse-moi. petit détail sur l'Amérique du Sud. Il y avait un contre-exemple à ce que tu disais, mais qui est limité. C'est l'élection en Argentine de Javier Milei, qui est un sioniste revendiqué. Mais c'est une élection qui est favorisée par les Américains, poussée par les Américains, etc. Donc ils continuent et ils font toujours leur politique qui est de faire des coups d'État à l'intérieur des pays pour mettre leurs agents au pouvoir. Et en fait, là, ça marche peut-être, ça marchera de moins en moins parce que les peuples se réveillent et cherchent à prendre leur destin en main d'un côté et leur richesse aussi en main. Je voudrais aussi parler, on a parlé en fait de l'Arabie Saoudite qui est l'allié le plus fiable et le plus fidèle pendant des années, pendant des décennies en fait aux États-Unis qui aujourd'hui diminue n'appliquent pas tout ce que les Américains leur disent, qui prennent de la distance de plus en plus. On a vu par rapport au pétrole, on a vu par rapport au boycott de la Russie, on a vu par rapport maintenant même par rapport à la Palestine, par rapport à Israël, ils exigent quand même que les Palestiniens aient tous leurs droits, Par rapport à l'Iran aussi. etc. Et par rapport à l'Iran, on voit qu'il y a une relation qui s'établit, je dirais, pas de coopération, on en est loin, mais quand même de non-inimitié avec l'Iran. C'est quelque chose de très important. Il peut y avoir, ça avance vers une coopération entre les pays producteurs de gisements importants. Ce sommet aussi en Algérie, il est aussi une menace pour les pouvoirs usurpateurs en fait des matières premières. Tout ceci fait que les États-Unis et leur symbole, je dirais, Israël, sont de plus en plus euh, chauds pour créer une guerre mondiale pour rétablir leur pouvoir. Maintenant, est-ce que les peuples iront jusque-là? Ça, c'est aussi quelque chose, des points d'interrogation, mais ce sont aussi des questions à creuser. Il ne faut pas non plus perdre de vue que ce risque existe et qu'il y a une possibilité de résister et que quand les peuples ont la volonté de résister, ils gagnent. Merci beaucoup pour ton message plein d'espoir. Une toute petite info qui montre quand même que la propagande occidentale, elle est un petit peu en PLS, comme disent les jeunes, c'est-à-dire en position latérale de sécurité, c'est-à-dire qu'ils sont un petit peu aux abois, ils essayent de faire feu de tout bois, mais bon, c'est un petit peu grossier comme propagande. Là, en l'occurrence, c'est Reporters sans frontières, donc RSF, donc un organisme qui est censé être neutre. Eh bien, Reporters sans frontières lance Svoboda,
un bouquet d'une dizaine de chaînes et de radios pour contrer la propagande russe. Ces chaînes indépendantes, je mets des grosses guillemets à indépendantes évidemment, ces chaînes Mm, indépendantes mm. en langue russe seront animées depuis l'Europe à destination de la Russie, de la Biélorussie et des territoires ukrainiens occupés. Donc là, on est Mhm. vraiment dans la propagande à l'ancienne, la Pravda, et que ce soit lancé par Reporters sans frontières, ça en dit long sur l'état de la presse en Sûr. Occident et sur le rôle de la France comme un des avant-gardes de cette propagande va en guerre. Alors qu'ils n'ont pas dénoncé le fait que des dizaines, voire une centaine ou plus d'une centaine Plus de d'une centaine. journalistes ont été visés en Palestine en 3 mois, en Palestine occupée par les Israéliens, qu'ils ont été tués avec leur famille. Oui, Et ça, et voilà. et de grands journalistes Et, de renom français commencent à dire c'est pas normal, c'est le seul conflit au monde où on ne peut pas aller. et oui. À Et moins puis, d'aller côté. autant de journalistes ont été tués aussi. Oui, oui, oui. Et Qu'on voilà. peut, que Israël ne laisse pas aller. En fait, Bah oui. Israël ne propose soit de venir de leur côté en journaliste embarqué, comme ça existe depuis la guerre en Irak, c'est-à-dire journaliste de propagande, soit alors Mm. bah, d'y aller Mm. au risque de se faire tuer, et de fait, effectivement, ils les tuent en grand nombre. C'est une de leurs cibles prioritaires. Tu Donc, l'as dit, c'est la politique américaine de faire la guerre comme ça, avec leurs journalistes embarqués et qui empêchent tous les autres canaux et vous aurez une information, celle que nous vous donnons. alors, je voudrais appuyer ce que tu as dit juste avant à propos de l'espoir que nous avons tous, un espoir de justice mais aussi de paix. C'est vrai que peut-être que les Palestiniens, eux, certains Palestiniens souhaiteraient une troisième guerre mondiale pour que enfin ça bouge pour eux, parce que en fait ils souffrent depuis tellement longtemps, ils se sentent abandonnés parfois du monde entier. On le voit dans certaines vidéos. Peut-être qu'une guerre mondiale permettrait de les libérer, mais en même temps, une guerre mondiale serait porteuse de La guerre tellement de mondiale, destruction. elle est souhaitée par Netanyahou et par le gouvernement israélien, hein, pas par les Palestiniens. Oui, Ça, c'est important. oui. C'est Donc, important à voir. Les souhaitons que Palestiniens, ils parlent de justice et de paix. c'est ça, la justice. Et il faut dire que les Palestiniens, ils ont joué le jeu de paix aussi en ayant signé Oslo et en ayant signé dans leur esprit une paix, même avec les usurpateurs de leur patrie. Et ceux-là, les usurpateurs n'ont pas voulu de cette paix et ils n'ont honoré aucun article de ce que les Palestiniens ont signé. Donc en fait, c'est vraiment, ça montre à quel point ils se cachent par des langages de paix pour mieux avancer et pour mieux faire la guerre au peuple. Je me suis certainement mal exprimé. Ce que je voulais dire, c'est que bien qu'il y ait énormément de signes annonciateurs, malheureusement, d'une guerre mondiale, les prémices sont là. Rien n'est écrit, c'est important, je pense, de Mm, le dire, et qu'on a mm, tous, à notre petit niveau, on a tous un rôle à jouer pour éviter cette troisième guerre mondiale, pour apporter de la justice, de la paix et de la vérité dans le monde, et notamment à ceux qui souffrent, notamment au peuple palestinien. Voilà, je pense qu'il ne faut pas perdre espoir, et aussi bien agir par la non. prière, agir par des petits actes politiques comme des boycotts, passer à son supermarché, etc. Essayer de faire pression sur les gérants des magasins pour qu'ils participent également à la campagne de boycott, parce que trop c'est trop. Mhm, tout à fait. Merci beaucoup. Merci à toi Issar Midani, merci Sur beaucoup pour ça. toutes les analyses que tu nous apportes aussi régulièrement, toutes les informations et l'amour aussi que tu mets dans ces analyses. Voilà, Merci. l'amour universel dont Le on parle. monde des peuples. Ouais. Merci beaucoup aussi à tous nos auditeurs. Et puis, appuyez sur l'abonnement aussi. Abonnez-vous si vous voulez avoir régulièrement le site web. Parce que c'est vrai qu'on nous interdit de diffuser. Ça devient de plus en plus difficile. La censure Merci numérique, beaucoup. la censure Ouais. numérique Bah oui, bat son t'en as fouet. parlé. C'est Google et compagnie. Voilà, c'est très bien. Donc peut-être qu'on va se Bon, relayer un peu plus sur Twitter prochainement. Parce que voilà, je Twitter pense. est peut-être Ouais. un petit peu moins sujet à la censure en ce moment. En ce Mm. moment, depuis le rachat d'Elon Musk. Voilà. Allez, eh bien, Très bonne journée à toi. j'espère que la guerre mondiale n'éclatera pas d'ici le prochain site rep. Et Bah, voilà, le prochain site web, je crois que ça sera au début du Ramadan. On verra. exactement. C'est une date importante, hein.
en Palestine. Et pour tous les musulmans dans le monde entier. Ouais. Non, Sur mais ce, c'est un événement clé en Palestine. oui, par rapport à la mosquée Al-Aqsa, par rapport à beaucoup Par de choses, rapport à tout, oui, au cessez-le-feu annoncé, mais tout à fait, pour lequel on ne se fait pas trop d'illusions malheureusement. tout à fait. Voilà. Eh bien, Bon, merci bah, beaucoup et je te dis de dans 10 rien. jours alors. Merci Raphaël, merci à tous.